Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. Bonsoir Cécile Doménibus. Comment allez-vous Philippe David? Quand je suis en votre compagnie, royalement, Ouais, et en plus vu nos deux vraies voix du jour qui sont un peu... Hein? Je ne sais pas comment les qualifier. Un peu quoi? Non, la tête et les jambes, Un peu quoi. chaud, parce vous que voulez dire parce qu'on a quand même. Il a son t-shirt du rêve. C'est qui la tête? Vous m'honorez. C'est vous. Et les jambes, c'est Bilger. Bien sûr, je l'espérais bien. Bien Tant entendu. que vous me parlez que des jambes. C'est ça. Ne rêvez pas. On peut aller plus haut si vous voulez, mais j'ai peur qu'il se passe pas grand-chose. Allez. Moi, on m'a toujours dit. Mais tu as raison de ce que tu dis, parce qu'on m'a dit, Pomard, t'es vraiment bon en sport. Par contre, pour les études, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Pour ça que je suis devenu Mais je suis tellement content. comptable. J'ai fait un BEP de comptable. Je suis bien. très fier. Mais ne vous en vantez pas tout de même. Mais je suis tellement heureux d'être à côté de Ben, puisqu'il s'appelle Ben. Ah, voilà, alors on va. Au sein de la police. Voilà, on va quand même, si vous n'avez pas reconnu, puisque Philippe David parle d'eux sans dire qui c'est. Philippe Bilger est avec nous, ça va mon Philippe? Voilà, très On l'a bien. un peu reconnu. Surtout à côté de lui. Bruno Pomard, on l'a aussi un peu reconnu, mais quand même, c'est bien de le dire. Vous allez bien, monsieur Pomard? Oui, écoutez, moi je suis un sportif, donc Oui. Quel toujours en rapport? forme. Toujours en forme. Oui, d'accord, ok, très bien. J'essaie de grandir en venant dans votre émission, et ça me fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est Vous vrai. avez encore des programmes. Pas par la taille. Il va Allez. s'en prendre une, mais il va s'en prendre une, la part. Allez, les amis, au sommaire de cette émission, bien sûr, les députés qui élisent ce mercredi et ce jeudi le bureau de l'Assemblée, les présidents de commission, avec l'appui du bloc central. Finalement, le RN a récupéré certains postes. Oui, notamment 2 postes de vice-président. Alors, à cette question, retour du RN au bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pour vous légitime ou illégitime? Eh bien, c'est pour vous légitime à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et finalement, est-ce que le Front républicain, ça veut encore dire quelque chose? À mon avis, non. Et puis, nous attendons toujours ces nominations au gouvernement de Sébastien Lecornu. Toujours pas de réponse, pas de fumée blanche en tout cas. Non, et pourtant, on nous avait promis la fumée blanche pour aujourd'hui au plus tard, comme c'était la reprise de l'Assemblée du Parlement. Et finalement, est-ce que faire ce gouvernement, c'est pas la quadrature du cercle? Et à la question, le Premier ministre est-il dans l'impasse, comme il n'y a pas de gouvernement annoncé, contrairement aux promesses de Sébastien Lecornu? Eh bien, vous dites qu'il est dans une impasse à 88%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et on revient justement sur ces élections des députés à l'Assemblée nationale. C'est nous qui sommes, encore une fois, respectueux des règles de cet hémicycle. Ce sont les autres qui, par leur magouille, leur manœuvre, se sont accaparés l'intégralité des postes. Ils sont sectaires et ils veulent écarter ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs, près de 11 millions d'électeurs. Moi, je considère que chaque parti présent à l'Assemblée nationale doit être présenté au bureau de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas être plus claire. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, est-ce qu'il fallait effectivement rouvrir la possibilité au RN de se présenter, en tout cas, à cette élection? Bien sûr, mes chers amis, je ne comprends même pas comment dans une authentique démocratie on peut même discuter et évidemment interroger cette décision. Le RN, et comme l'a très bien dit la présidente de l'Assemblée nationale et comme d'autres, tous les députés sont égaux au moins en théorie, en dignité, et ils ont tous une parcelle de la souveraineté populaire. Et donc, il est évident que tout cela doit correspondre à la composition de l'Assemblée nationale. Ça me paraît évident et je vois que Sud Radio est sur cette ligne. Alors moi, Juste pour dire que Sébastien Chenu et Hélène Laporte du Rassemblement national sont déjà vice-présidents. Ils étaient déjà en 2022 et 2024. Ils ont donc retrouvé leur poste. Clémence Guettet et Nadège Abo-Mangoli de LFI conservent leur siège aussi de vice-président. Et Christophe Blanchet du Modem et Marie-Agnès Poussier-Winsbach aussi sont également élus. Parfait. Absolument. Alors, moi, la question que je me pose, c'est comment, l'an dernier, alors que le RN avait le principal groupe parlementaire, qu'il avait gagné le premier tour,
a-t-il pu être absent de toute représentation à l'Assemblée nationale? Et le pire, c'est que même des gens de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Modem, alors à l'époque, même les LR, LR, oui, mais à l'époque ça s'appelait pas encore EPR, je crois que c'était encore Renaissance, le parti de Macron, comme ça change de nom tout le temps, avait aussi été fait bloc contre, mais surtout avait aussi été squeezé à tel point que le nouveau Front populaire, qui n'avait pas gagné les élections, ne lui en déplaise, était majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui, rappelons-le, est là pour voter les sanctions pour les députés qui auront les comportements les plus, on va dire, déviants. Parce qu'il y a quand même des comportements particulièrement déviants. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que ça soit passé comme ça l'an dernier. Ça, si un jour vous avez le temps, lisez un très bon livre, Palais Bourbier, et on voit bien, non mais vraiment, on voit bien la manière dont Marine Le Pen, en restant dans un cas strictement pluraliste, a exigé des postes. On voulait lui donner des petites choses, elle a refusé. Et elle a été cohérente. Ça explique pourquoi votre réaction est très juste. Mais j'ai une question. Qui a commis ce super jeu de mots Palais Bourbier? Parce que là, je regrette de ne pas l'avoir trouvé. C'est l'auteur du livre. Ça vous dit vraiment qui c'est? Vous savez, quand vous voyez ce qui se passe quand même à l'Assemblée nationale, on se rend compte que la France insoumise a un pouvoir de pression qui est extraordinaire. Eh oui, quand on voit ce qu'ils sont capables. Il faut savoir que sur les 6 vice-présidents, là, il y en a quand même 2 qui sont LFI. Hein, oui. Ouais. Et combien ils représentent la LFI? 2 ou 3 millions d'électeurs. Combien représente le Front National? 11 millions. Bon, le ratio, à la limite, on pourrait s'interroger. Mais ils sont réellement forts de mettre la pression au nouveau Front populaire et au Bloc central. La France insoumise sont, encore une fois, très performantes dans la manière de procéder. Et on voit que ça marche. Mais quand on entend dire que finalement la présence du RN ici à l'Assemblée nationale est une façon de les normaliser plutôt qu'un respect du pluralisme, alors que c'est le pluralisme, Philippe Bilger. Il y a le pluralisme, vous avez totalement raison, qui impose qu'ils aient des postes, et en même temps la normalisation, ils n'ont pas besoin d'autres pour la faire. D'aucuns considèrent au sein de leur équipe, de leur camp, qu'ils en abusent d'ailleurs de la normalisation, qu'ils deviennent très classiques. Et donc sur ce plan-là, c'est très bien qu'on retrouve les voies d'une démocratie un petit peu normale, quoi. Alors Maxime Maxime m'a dit dans le casque, qui a fait le jeu de mots Palais Bourbier, c'est un écrivain qui s'appelle Willy Bordas. Voilà. Willy Bordas. Bon. Mais non, pour revenir sur ce sujet, depuis hier, il y a des vidéos qui retournent sur les réseaux sociaux de députés, alors qui écologistes, qui insoumis, qui socialistes, disant pratiquement que c'était un scandale que le RN soit dans les instances. Mais est-ce que ces gens considèrent qu'il y a des sous-électeurs qui ont le droit d'être représentés, qui n'ont pas le droit d'être représentés dans les instances de l'Assemblée nationale? En tout cas, des sous-députés, c'est clair. Oui, mais alors, excusez-moi, cher Philippe, mais s'il y a des sous-députés, ça veut dire qu'il y a des sous-électeurs, non? Absolument. Et ces gens-là vont après donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme, de républicanisme. Alors, manifestement, ils ne savent ni ce qu'est la démocratie, ni ce qu'est la République, mais c'est quand même la moindre des choses. Et Yael Braun-Pivet, ce qu'elle a dit sur une chaîne de radio concurrente il y a quelques heures, j'aurais pu le dire et le signer dès demain. Elle dit la stricte vérité. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est fait pour représenter, alors ça peut pas être à la proportionnelle intégrale vu le nombre de groupes qu'il y a, mais c'est fait pour représenter toutes les tensions. La dernière fois, c'est pas le cas. Hein. Oui, ah ben oui, c'est ce qui était un scandale. En même temps, ils sont comme ça, ils savent plus où ils en sont en fait. Je rebondis sur ce que vous dites, Philippe. Qu'est-ce que vous appelez sous-député? Non, je voulais dire que pour LFI, Philippe parlait des sous-électeurs, mais en réalité, il méprise profondément les députés de l'autre camp. Parce que, n'est-ce pas, ils ne sont pas porteurs de la vérité politique à laquelle ils aspirent. Est-ce que l'arrivée du RN, justement, à ces postes peut fragiliser la coalition du nouveau Front populaire ? Je ne crois pas. Je pense qu'en tout cas, il est essentiel pour recréer un embryon de vie parlementaire un peu plus normal, que chacun soit à sa place et ait droit à ce à quoi il a droit. Alors, je crois, la question de Cécile est très bonne. Je crois que oui, ça va de soi. Je crois, oui, j'ai fait un pléonasme, vous me pardonnerez. La question, oui, ça va le fragiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être dans l'instance qui décidait des sanctions
qui est le bureau de l'Assemblée nationale, contre les députés qui, pour certains, vont acheter de la drogue avec leur indemnité par leurs frais de mandat à des dealers mineurs, ce qui est quand même très bien. Vous voyez, ça rappelle un peu la cage aux folles, où le président du Rassemblement pour l'ordre moral mourait dans les bras d'une prostituée mineure, et qui passait son temps à dire qu'il fallait avoir de la moralité. À l'époque, ils étaient jugés avec un bureau majoritairement Nouveau Front Populaire, qui évidemment allait pas trop tailler ses copains. Là, ça va être beaucoup plus rééquilibré, donc là, oui, ils ont à y perdre. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Non, ça, j'en suis pas convaincu. Dans un instant, la suite, si vous voulez bien entendu commenter ou partager ce petit moment de débat avec nos vraies voix du jour. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Il y a autour de cette table Bruno Pomar, Philippe Bilger et bien sûr Philippe David. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est possible. Et ben, on est très content de vous accueillir. Absolument. Vous avez envie de partager avec nous, vous pouvez commenter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Cette plateforme d'opinion et de débat où vous abonnez à notre chaîne YouTube. Comme ça, on vous fait des coucous. Vous nous voyez un petit peu à la télévision. Ou ce numéro de téléphone avec Aude au 0800 26 300 300. Et dans quelques instants, on reviendra sur les menaces contre les policiers. À Lille, un homme reconnu coupable mais dispensé de peine. C'est la colère de Linda Kebab qui sera avec nous dans quelques instants. En attendant, 0826 300 300, on vous attend bien entendu sur cette gauche, sur cette Assemblée nationale qui aujourd'hui s'ouvre un peu plus au RN, et c'est plutôt, selon vous, Philippe Bilger, une bonne idée. Absolument. Le pluralisme qui correspond à la composition de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune raison pour que on déséquilibre ce rapport qui est parfaitement constitué aujourd'hui. Il n'y a même pas sujet d'ailleurs, c'est normal. Et quand j'ai entendu cet après-midi, j'ai écouté les débats, je passais un petit moment à me reposer, à écouter les débats à l'Assemblée nationale. Quand j'ai entendu Delaporte, le député du Calvados, et Madame Catala, ils font peur. Gabriel Catala, qui est député LFI. Ah, mais ils font peur. Parce qu'ils restent toujours sur cette même ligne, ils débordent pas, ils sont hors cadre républicain. Je sais plus ce que ça veut dire, le cadre républicain, moi, là-dedans. Mais ça fait peur. Je les ai entendus pendant 3 minutes, là. Je me demande, ces gens-là, on les fout en place, à mon avis, ils nous foutent une dictature dans ce pays. Mais ce qu'il y a de problématique, c'est de voir que, dans ce domaine, ces gens-là n'ont pas évolué depuis 40 ans. Ou plus de 40 ans, quand le FN a commencé à monter, c'était en 83-84. Oui, il nous rappelle toujours Jean-Marie Le Pen. Oui, j'ai encore entendu cet après-midi. Mais bien sûr. Ça fait peur. Désolé, mais il y a quand même de l'eau qui a coupé sous les ponts. Et puis, ce qui m'amuse quand même, c'est que je crois que c'est jusqu'en 1972, le Parti communiste français, je crois que c'est 72 la fin, avait dans son programme la mise en place, accrochez-vous bien, de la dictature du prolétariat. Est-ce que la dictature, c'est républicain ? Est-ce que la dictature, c'est démocratique ? Pour eux, pourtant, ils n'ont jamais été mis hors de l'arc républicain, alors qu'ils disaient dans leur programme qu'ils voulaient instaurer la dictature en France. Ce que je trouve quand même complètement hallucinant. Mais est-ce que ça ne tue pas quelqu'un, dictature sur le prolétariat. Mais est-ce que ça tue pas le débat, tout ça, à force de crier toujours sur la même chose, sur le RN, sur LFI? Est-ce que finalement, ça les nourrit, hein. Non, mais ça les nourrit, mais surtout ça tue le débat. C'est-à-dire que le fond, il n'y a plus jamais de fond. Parce qu'au milieu, on n'a pas des politiques. La droite traditionnelle, la gauche traditionnelle n'existe plus en fait. Donc il y a ces deux partis d'extrême qui sont très forts sur les réseaux sociaux et qui prennent l'ensemble du débat. C'est clair et net. Non, Cécile a raison. Il me semble que c'est un peu plus profond. Au fond, le RN a un grand succès. Il est à l'Assemblée nationale, mais de la part de ses adversaires, il n'est pas encore considéré comme un parti légitime. C'est-à-dire c'est un parti qu'on a le droit de dénoncer moralement parce qu'on est incapable de le contredire politiquement. De le combattre politiquement, sur les idées. Non, parce que quand on voit le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et l'opinion de avant-hier, qui met quand même le RN entre 33, enfin Bardella ou Marine Le Pen, entre 33 et 35%, et avec quand même une réserve de voix, parce que Reconquête, Éric Zemmour est à peu près 4,5-5%, que Nicolas Dupont-Aignan est entre 2 et 3, donc rien que ce côté de la droite, vous l'appelez la droite dure, vous l'appelez comme vous voulez, c'est 42-43% des voix. Imaginons qu'un représentant du RN ou une représentante du RN soit élu à l'Élysée dans 1 an et demi,
est-ce que les gens qui disent que les députés RN ne sont pas légitimes diront que le président élu n'est pas légitime selon leur cadre de droit? Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais quelqu'un du RN était élu en 2027, j'ai très peur, compte tenu de la faible tonalité démocratique de la France, j'ai très peur de ce qui se passerait. Eh bien, dans ces cas-là, ce serait un déni de démocratie, parce que quand vous gagnez en les urnes, vous êtes démocratiquement élu. Ouais, mais... Ils ont peur de rien. Hein. C'est courageux de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, justement, d'imposer, alors on la sait un peu plus à gauche. Elle rappelle des règles, elle est dans son rôle, elle ne peut pas dire autre chose, mais c'est bien de le dire, et aujourd'hui, même des évidences démocratiques, il faut avoir du courage pour les dire. Allez, merci messieurs, tout de suite, on n'y croit pas. Ah, il y a un petit bouton qui fonctionne pas. Le jingle n'est pas parti. Vous voulez que je le fasse? Les vraies voix Sud Radio. Et Clément Barguin est avec nous. Dispense de peine pour des menaces de mort sur un policier, Clément. Oui, un homme a été reconnu coupable lundi par le tribunal de Lille d'avoir proféré des menaces de mort envers la policière Linda Kebab, qui est secrétaire nationale du syndicat Unité, et Florian, le policier mis en examen pour le coup de feu ayant causé la mort du jeune Naël à Nanterre. L'homme a été reconnu coupable par la justice, mais dispensé de peine. Les deux agents avaient été visés par des menaces de mort. Elles ont été publiées en ligne fin 2024. L'auteur des faits avait diffusé un dessin montrant une arme à feu et un chargeur contenant des munitions. Dessin qui a été diffusé à la suite d'une intervention de Linda Kebab sur un plateau de télévision. Un signalement avait été effectué sur la plateforme Pharos, une enquête ouverte puis confiée à la police judiciaire. L'auteur des menaces domiciliées à Lille a été vite identifié. Il a reconnu les faits. Il a été reconnu coupable donc lundi par la justice, mais dispensé de peine, et on en parle ce soir avec Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat Unité. Bonsoir Linda Kebab. Elle sera là avec nous. Ah, vous êtes là Linda. Linda, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno Pomar qui est ici avec nous. Bruno, quand vous entendez ça, j'imagine que vous connaissez bien Linda Je reste pas toi parce que, écoutez, d'abord, évidemment, je soutiens totalement Linda Kebab, que je connais très bien, qui est une femme engagée syndicalement, évidemment, et aussi sur le terrain. Mais oui, encore, mais je vous dis, on n'a plus de mots par rapport à cette justice. J'ose espérer que notre ami Philippe Bilger va pouvoir nous dire quelque chose là-dessus, parce que à un moment donné, les voyous ont raison et la police a tort en permanence. C'est ça. Et là, on le voit quand même, des menaces de mort. Et ce gars-là passe devant un tribunal et on lui dit c'est bien, continuer, en gros ça veut dire ça, hein. Donc quand ils sortent, vous allez vers les... Ben oui Philippe, excusez-moi. Oui, non, mais... à ce moment-là, le mec qui sort, les jeunes qui voient ça, qui entendent ça, se disent les policiers, on peut les insulter, on peut même les cogner, pourquoi pas. On peut les tabasser à Tourcoing et être tranquille. Donc ça ne peut plus durer, et encore une fois, je regrette que ça arrive à l'ensemble des policiers, mais en particulier à Linda Kebab, que je connais très bien et que j'adore. Et Linda Kebab qui fait un travail assez formidable. Vous dites d'ailleurs, Linda, qu'en tant que secrétaire nationale du syndicat Unité, votre mission ne doit pas se payer par la peur. Oui, absolument. Moi, pour ma part, je refuse absolument de céder à la peur. Je continue ma mission, je continue à exprimer publiquement ce que j'ai à exprimer. Mais en réalité, quand on fait savoir cette affaire, c'est surtout pour parler au nom de tous les policiers qui, toute l'année, sont menacés, agressés, frappés, vous l'avez très bien dit il y a quelques instants, et qui, à chaque fois, ont face à eux des réponses pénales qu'ils estiment ne pas être à la hauteur. Là, pour le coup, on a une personne qui a reconnu les faits, mais j'ai envie de dire, il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas de VPN, il a été identifié. Les collègues que je remercie d'ailleurs de la DRPJ de Paris qui sont à l'origine de la procédure, qui ensuite reliée à Lille, en fait il n'avait pas d'autre choix que de reconnaître, et donc au motif qu'il reconnaissait les faits, le parquet a considéré qu'il n'y avait pas besoin de l'envoyer devant au tribunal et de lui soumettre à un procès. Voilà, donc il avait des dommages et intérêts à payer avant le 15 septembre. Bon, on n'en a pas vu la couleur, mais j'ai envie de vous dire ça, on en a tous l'habitude, malheureusement les policiers, on a toujours des dommages et intérêts qui n'arrivent pas, mais c'est pas le sujet. C'est surtout d'expliquer en fait aux gens qu'en fait on peut menacer des policiers, on peut leur promettre littéralement, c'est ce qu'il avait fait, une cartouche pour Florian, une cartouche pour moi, et à la fin, si vous vous faites gauler, vous payez une amende, faites un petit stage de citoyenneté s'il faut, on ne sait pas, voyez. Linda, ça veut dire que c'est un message de quasi-impunité en fait. Mais absolument, en fait, on peut pas. En plus, il y a juste le quasi, à mon avis, qui est trop. Ce qui
qui vient en fait, le pire, c'est que ça vient en fait en totale contradiction avec tout ce qu'on a entendu cette semaine, où en effet, il est normal de s'émouvoir qu'une magistrate soit menacée de mort, mais en fait, il faut juste comprendre que il faut pas avoir un comportement corporatiste, mais juste que nous, les policiers, on est menacés toute l'année, on est même pire que menacés, et pourtant, les réponses pénales, elles sont jamais à la hauteur. Et les mois, il est de 0, on n'a pas de soutien des ministres, on n'a rien du tout. Donc c'est pas normal aujourd'hui d'avoir du 2 poids 2 mesures et après de se plaindre du désengagement, d'avoir des policiers désabusés. Et moi, c'est surtout au nom de tous mes collègues que je parle, parce que moi, à la rigueur, vous savez, des menaces de mort, j'en ai tellement essuyé, des menaces de viol, j'ai dû déménager de chez moi précipitamment parce qu'en fait mon domicile avait déjà été identifié. Ça m'a pas empêché de continuer ma mission. On pose un genou au sol, puis après on reprend un peu d'air et on se part. Mais moi, je pense à tous mes collègues tous les jours qui vivent ça, et je vous dis franchement, et que vos auditeurs le comprennent, c'est qu'en fait, un jour, on perdra le droit à la sécurité quand les garants de cette sécurité ne seront plus considérés. Aujourd'hui, il y a encore le soutien de la population, il nous reste ça, mais en côté institution, il n'y a plus rien. Le scandale, c'est d'abord que derrière cela, il y a l'idée qu'un policier menacé, c'est normal. Que il y a de la part de la magistrature, c'est les risques d'un métier pourtant admirable. Deuxième élément, la dispense de peine, elle existe, mais venir la chercher parce que, comme l'a très bien dit Linda, le prévenu a admis les avoir proférés, c'est saugrenu. Et troisième élément, s'il fallait une affaire où il fallait être dur, c'était bien celle-là. Et bien sûr, le représentant d'autorité. 6600 policiers blessés l'année dernière, et on va faire pareil cette année. C'est quand même hallucinant, quoi. Merci mille fois, Linda Kebab, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous êtes secrétaire national du syndicat de police Unité. Vous restez avec nous. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors, ça va être dur d'échapper à la censure pour notre Premier ministre. Philippe David. Les suppressions d'emplois dans l'industrie automobile en France. Bruno Pomar. Toujours pareil sur le sujet, le renforcement de la sécurité dans notre pays. Et puis une petite dédicace pour les 40 ans du RAID, puisque voilà. Absolument, c'était la semaine dernière. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Autour de cette table, 3 magnifiques, Philippe Bilger, Philippe David et Bruno Pomar. Et bien entendu... une magnifique, vous. Ah oui. Ah non, j'avais pas parlé de moi, j'allais parler des auditeurs. Une vraiment magnifique. Oui, formidable. Vous l'êtes, ma chère Cécile. On va essayer. Je vous ai payé pour dire ça ou Non, pas mais moi je dis toujours la vérité. Elle a l'air gênée en plus. Et notamment dans le domaine esthétique. Oui. Pas de mal avec... Sachant qu'il m'appelle mon dodu, je sais pas comment je dois le prendre. Voilà, moi, si j'étais vous, je le prendrais mal. Voilà, il dit toujours la vérité. En tout cas, tout de suite, le tour de table de l'actu. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table. De l'actualité. Je crois que c'est cette phrase, restera, oui. Excusez-moi, elle restera dans les annales, oui, c'est clair. Je voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. C'est douloureux parce qu'en réalité, ça me laisse croire une seconde que c'est plausible. Écoutez, c'est bientôt Noël, donc on ne sait jamais, voilà, Philippe. Absolument. Philippe Bilger, puisque vous avez la parole. Plus sérieusement. Je crains que les efforts de dialogue, de compromis et je dirais de bienveillance démocratique de la part du Premier ministre soient réduits bientôt à néant, dans la mesure où, évidemment, le dialogue est une donnée importante, mais je comprends qu'à gauche et à l'extrême gauche, on ait envie d'avoir du concret, du tangible. J'ai encore entendu Raphaël Glucksmann ce matin. Ça n'est pas un excité, mais il a dit on discute avec lui, mais on aimerait tout de même avoir quelque chose de précis à nous mettre sous la dent républicaine, si j'ose dire. Et ça n'est pas ce qui se passe, et donc je crains à la fois la censure de la part du camp de la gauche et de l'extrême gauche, et d'autre part le fait que la fascination de la dissolution à venir rende difficile la tâche de Sébastien Lecornu. Compliqué. Alors moi je pense que ça va être très compliqué pour que le gouvernement, déjà on l'attend, mais c'est dans ce gros débat, atteigne la fin de l'année, premièrement.
Mais deuxièmement, je pense qu'une dissolution ne changerait rien parce qu'il n'y aurait pas de majorité. Non. Donc la seule solution, et je l'ai déjà dit à ce micro, je le répète, ce serait une démission du président de la République. Mais comme il ne le fera jamais, il faut attendre 1 an et demi pour qu'on remette tous les compteurs à zéro. Mais dans quel état sera notre pays dans 1 an et demi ? Vous avez 4 heures. Le test qu'a mis en place, 1 an et demi surtout. Qu'a mis en place Macron en nommant Lecornu, c'est vrai qu'il a été un bon ministre de la Défense. Oui, très bon. On ne peut pas lui reprocher ça. Le problème, c'est que là, il a une équation à résoudre qui est, à mon avis, impossible à résoudre, tout simplement. Parce qu'on a toujours ces 3 blocs qui sont présents. La dissolution n'apportera pas grand-chose, voire peut-être une montée du Rassemblement national, c'est tout. Mais pas une majorité à 289, donc c'est réglé. On reste dans une impasse permanente. Et la démission du président de la République, je la vois pas venir. Ça dépend de est-ce qu'il y aura un front républicain dans ce cas-là ou non. Ce serait intéressant. C'est une question. Le RN pourrait frôler, hein. Oui, pourrait frôler. 289, je ne les vois pas. Hein. Moi, je vais remonter, mais pas à ce point. Philippe David, les suppressions d'emplois dans l'automobile en France, ça continue. Alors oui, c'est une étude commandée par la plateforme automobile qu'on connaît bien sur Sud Radio qui nous l'apprend. L'industrie automobile en France va encore détruire 75 000 emplois. Vous avez bien entendu, 75 000 d'ici 2035, après en avoir perdu 38 600 entre 2020, donc période Covid, et 2025. Si on fait le calcul, ça fait plus de 100 000 emplois, 113 000 emplois exactement, ce qui est considérable. Alors malheureusement, c'est vraiment mal parti. On peut dire notamment avec l'arrivée massive de véhicules chinois qui sont produits à des coûts qui sont beaucoup moins importants que les nôtres. Mais on a tout fait pour détruire notre industrie automobile, reconnaissons-le, en enquiquinant les automobilistes en veux-tu en voilà. Et surtout, la France est le seul pays qui pratique le protectionnisme contre sa propre industrie. Parce que quand on a mis le malus écologique et le malus au poids, sachant que toutes les petites voitures, à part la Toyota Yaris, sont produites à l'étranger. Hein. La Twingo est produite en Slovénie, la Clio en Turquie, des Dacia en Roumanie, au Maroc, ou alors les 208 ou C3 sont faites en Slovaquie ou en Tchéquie. Donc ça veut dire qu'on a dit aux gens, écoutez, on va taxer nos propres produits. On est donc complètement chez les dingues. La France est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Trump, lui, fait du protectionnisme contre ses concurrents. Nous, on en fait contre nous-mêmes. Donc, faudra peut-être demander des comptes à nos politiques qui ont pris des lois ineptes. Alors, il y a quand même une petite bonne nouvelle, c'est que les créations d'emplois, notamment pour la fabrication de batteries de voitures électriques, devraient créer à peu près 18-19 000 emplois. Mais 75 000 moins 20 000, il en manque 55 000 encore. Voilà, c'est ça. S'il y a un manque de 118 000 emplois, il reste 100 000. Je suis effaré. C'est comme pour l'agriculture, on a perdu la bataille, à mon avis, et pour les voitures, pour l'industrie, c'est pareil. Les surnormes qu'on a mis à nos agriculteurs. Il y a plein de constructeurs qui font marche arrière avec l'électrique. Ah bah oui. Oui. Mais quand tu vois, BID pour pas les nommer, des camions, tu vois des trains arriver entiers de bagnoles. C'est un truc de fou. Des bateaux entiers. Des milliers de. C'est un truc de fou. Quand tu vois les voitures comme elles sont finies, waouh. Tu prends une Peugeot en comparaison, qui est vachement plus chère évidemment. Qu'est-ce que tu veux, la comparaison, elle est claire. Les gens préfèrent prendre du chinois. Il n'y a pas de débat. Et on ne se bat plus vraiment pour la batterie non plus. Hein. Et non pour la patrie. Voilà. Je n'avais pas compris. Et là, heureusement, vous m'avez éclairé. Je sentais que personne n'avait compris. C'est pour ça que je me permets d'insister. Ah oui, en tout cas, c'est terrible, mine de rien. Terrifiant. Ce tableau, c'est dans quel délai? C'est d'ici 2035. Là, c'est 2035. D'ici 10 ans. Ça va venir très très vite. C'est déjà bien en marche. Voilà. Bruno Pomar, puisque vous êtes là, soyez là pour quelque chose. Je reviens. Je ne suis pas venu pour rien, j'espère. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, si, mais il faudrait que ça change. Entre le laxisme de Philippe Bilger et puis mon côté de rigueur, parlons de sécurité. Encore une fois, on est dans un pays, on l'a vu avec l'intervention de Linda Kebab tout à l'heure, c'est la sécurité sera l'élément essentiel des prochaines élections. Je crois qu'il y a un travail considérable à mettre en place. Notre police, les 153 000 policiers, nos 100 000 gendarmes, je dis souvent, les 28 000 policiers municipaux n'en peuvent plus, quoi. Ils sont à la limite. Moi, je discutais avec les patrons des syndicats il y a quelques jours encore, qui me disaient, les gars sont à la rue totale. Il n'y a plus de vocation. Il y en a du recrutement qui se fait, mais pas assez. Oui. Mais si on prend l'exemple du renforcement de tout ce qui est police judiciaire, c'est une catastrophe. On a des millions, plus de 2 millions
un stock de procédures. Donc voilà, on a un vrai problème de sécurité dans ce pays, pour en revenir de façon factuelle, et il faut trouver des réponses pour la lutte contre le narcotrafic, pour la prostitution évidemment, parce que ça fait partie malheureusement du schéma, du maintien de l'ordre, on le voit tous les jours, et j'espère que demain on aura affaire encore une fois à une manifestation, j'ose l'espérer, pacifique. J'ose l'espérer, mais encore une fois, on a un travail considérable à mener. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en arrive en matière de sécurité? Vous avez vu qu'en Belgique, le gouvernement a pris la décision de faire patrouiller, moi je le dis depuis 2 ans, l'armée pour aider les forces de police belges. Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là pour pouvoir protéger nos concitoyens? Ça a déjà été le cas. Mais bien sûr, mais le plan Sentinelle, que les militaires ne voulaient pas. Moi, je suis pour, ça fait 2 ans que je le dis, je fais des tribunaux là-dessus et je le dis. Est-ce que l'armée ne pourrait pas venir en soutien dans certains quartiers pour soutenir l'axe sécurisation? Je parle de sécurisation, pas pour faire de l'entrisme ou faire du travail de terrain pur, faire de la sécurisation parce que les Français le demandent, et dans les quartiers, Dieu sait si j'en fais beaucoup de quartiers, vous savez que Philippe Bilger me soutient beaucoup dans ce que je fais en matière de prévention. Les gens ne demandent que ça, ne demandent qu'à voir du policier plutôt que des narcotrafiquants, que des salafistes également. Le problème, et l'argument est assez valable, c'est de dire que la situation n'est pas à ce point désespérée qu'il faille faire intervenir l'armée. Et là où vous avez totalement raison, Bruno, j'ai vu que les policiers attendent avec beaucoup d'impatience le plan qui a été promis par Bruno Retailleau sur la police judiciaire. Oui, mais ça va avancer, mais il faut le recrutement. Je voulais faire juste une petite... de parler de ce livre de Guillaume Fard. 40 ans du RAID, Guillaume Fard qui a fait ça. Tous les bénéfices vont revenir à l'association des Dos Argentés. C'est une association à laquelle appartiennent tous les anciens du RAID. Voilà. C'est un très très beau bouquin avec toute l'histoire de notre unité. Puis j'ai la chance, ça soigne mon ego. Il a 3 pages. D'avoir un portrait sur moi. Il y a 2 vraies voix dedans, vous et Jean-Michel Fauvergue. C'est vrai, Jean-Michel aussi également. Page 116. Et Philippe Bilger l'a déjà lu. Ce qui est dingue, c'est que tout est vrai. C'est ça qui est dingue. Tout est vrai. C'est ça le pire. Voilà, les 500 policiers, je les embrasse tous parce qu'ils font un travail formidable. Je pense à la BRI aussi et au GIGN. Attention. La photo, elle a été photoshopée, non? J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de l'impression. Allez, on parle des exceptionnelles qualités physiques de Bruno Pomar, et c'est dans son activité professionnelle. Absolument. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur Sébastien Lecornu qui envisage de baisser la CSG sur les bas salaires. On en parle dans l'info en plus. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David, avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar aujourd'hui pour cette émission jusqu'à 19h30 avec les 2 autres. Mais sinon c'est jusqu'à 20h ce soir. On reviendra d'ailleurs avec cette émission sur BioBoss et sur l'entrepreneuriat français entre 19h30 et 20h exactement. En attendant, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Clément Barguin, on va revenir sur Sébastien Lecornu, qui envisage de baisser la CSG sur les bas salaires. Oui, le Premier ministre voudrait réduire la différence entre le salaire net et le salaire brut, l'une des propositions majeures présentées par le Parti socialiste le mois dernier. Pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, le PS propose une baisse ciblée de la contribution sociale généralisée, la CSG, qui sert à financer la sécurité sociale. Le taux prélevé sur les salaires est aujourd'hui de 9,2%. La baisse de la CSG s'appliquerait sur les salaires inférieurs à 1,4 SMIC, c'est-à-dire les salaires compris entre 1420 et 1900 euros net par mois. Les défenseurs de la mesure promettent que pour une maman solo, par exemple, qui gagne un SMIC par mois, qui a un enfant, cela représente un gain de pouvoir d'achat de 900 euros par an. Mais le manque à gagner pour la sécurité sociale n'est pas négligeable. On parle de 6 milliards d'euros. Et pour en parler avec nous, on reçoit Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la CSG, expliquez-nous à quoi ça correspond.
Alors la CSG, c'est vraiment un impôt extrêmement performant. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent que les bons impôts, c'est ceux qui touchent beaucoup de personnes avec des taux bas. Et la CSG, en fait, elle s'applique à 3 types de revenus. Les revenus du travail, vous venez d'en parler, mais aussi les revenus de remplacement, typiquement le chômage ou la retraite, ou encore les revenus du patrimoine. Donc sur les revenus du travail, effectivement, le taux est de 9,2%. Et il faut rappeler quand même que cet impôt qui a été créé en 1991 était initialement, tenez-vous bien, de 1,1%. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, du coup, en fait, ça répond à une demande assez légitime de beaucoup de Français qui considèrent que le travail ne met plus assez. Et comme vous en doutez, pour augmenter les revenus liés au travail, il y a 2 possibilités. Soit, il y a des augmentations de salaire, donc il faut que les entreprises aillent bien. Soit vous baissez les charges sociales. Et aujourd'hui, les charges sociales qui s'appliquent aux salariés, ce sont principalement la retraite et cette fameuse CSG-CRDS. Donc, diminuer ces charges, c'est effectivement donner du pouvoir d'achat de plus pour les Français. Alors, ce qu'on donne d'un côté, il faudra bien le prendre de l'autre. Bah oui. Alors c'est ça le sujet, c'est qu'en fait je viens de vous le dire, un impôt qui est très efficace, donc qui rapporte beaucoup d'argent. Ce revenu, cette CSG basée sur le revenu d'activité, c'est à peu près 110 milliards. Si vous prenez l'ensemble effectivement des salariés français, donc c'est absolument énorme. Donc le sujet effectivement, c'est de compenser cette perte d'argent par des augmentations d'impôts à côté qu'il va falloir effectivement financer. Et c'est exactement le même problème que les allègements de charges sociales pour les bas salaires, dont le phénomène a été enclenché à peu près au début des années 90 et qui fait qu'aujourd'hui, les employeurs paient très peu de charges sociales et donc du coup, pour financer la sécurité sociale, on est obligé de renverser une partie de la TVA, à peu près 25% du taux de collecte de TVA va à la sécurité sociale pour compenser ces allègements. Donc il y a fort à parier que soit on crée un impôt pour financer en quelque sorte cette perte d'argent, soit on continue à se servir de la TVA, qui effectivement est un impôt qui collecte beaucoup d'argent. Je rappelle quand même que c'est le premier revenu de l'État et qui permet de compenser souvent les suppressions d'impôts. D'accord, donc on enlève d'un côté pour remettre de l'autre et toujours pas de négociation, en tout cas sur le train de vie de l'État pour l'instant. Ma chère Cécile, puis-je profiter de Benoît Perrin? Benoît, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai entendu en disant que le fait qu'on refuse la taxe Zuckman, ça va être une manière de faire passer des augmentations apparemment dérisoires, mais qui pourront grever tout de même le budget des Français? Eh bien, comme toujours, la parole de Philippe est d'or, c'est exactement ça. Surtout quand elle vient de quelqu'un d'autre. Il nous reste 30 secondes, Benoît Perrin. La stratégie est assez évidente. J'aurais même presque à dire que le Parti socialiste utilise la stratégie de Donald Trump, c'est-à-dire que pour obtenir 100, il faut demander 200. C'est exactement ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que tout le monde a tellement peur de la taxe Zuckman, tout le monde a tellement peur d'un certain nombre d'impôts que que demandent les socialistes, qu'en fait, on va presque être soulagé d'avoir des petits impôts qui vont augmenter, mais le sujet, c'est effectivement ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire en fait baisser la dépense. Les problèmes de budget de l'État, c'est pas qu'ils collectent pas assez, on sait qu'on a les taux d'imposition les plus élevés d'Europe, c'est qu'ils dépensent trop, et je crois que sur ce point-là, le Parti socialiste a gagné vraiment la guerre culturelle, puisqu'aujourd'hui, on ne parle que d'augmentation d'impôts et plus personne ne parle d'économie. Merci beaucoup, Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de la fonction publique? Emmanuel de Beaucaire est avec nous dans le Gard. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio. Et si vous étiez nommé ministre de la fonction publique, et en l'occurrence on vous nomme ce soir, Madame la ministre, quelle serait votre priorité? Alors pour moi la priorité ça serait de supprimer la T2A, c'est-à-dire et les ARS. D'accord. Les ARS, bien sûr. Donc, voilà. Donc parce qu'en fait pour moi les ARS créent un déséquilibre entre les territoires et l'offre de soins. Et vous supprimeriez aussi la T2A, c'est ça la tarification à l'acte? Oui, aussi, exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça crée la T2A un déséquilibre sur l'offre hospitalière. Oui. Qui est trop politisé. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire plus de soins
à un endroit par rapport à un autre. Donc ça veut dire que ça déséquilibre, c'est ça que vous voulez dire? Pour moi, il y a un déséquilibre financier, oui. C'est vrai Philippe, on est toujours en train de pointer les ARS quand même. Hein. Bah oui, mais alors les ARS, ça a été une invention, un énième... je vais dire un machin, comme disait le général de Gaulle pour parler l'ONU technocratique. Aujourd'hui, le drame, c'est que la France, il y a beaucoup plus d'administratifs dans nos hôpitaux qu'en Allemagne, par exemple. Et les ARS sont un machin qu'on a mis pour mettre des gens qui sont pas des soignants, mais qui sont des gens qui font des tableaux Excel. Désolé, le but de la médecine, mais souvent ils réfléchissent mal, c'est ça le souci. Donc, le but de la santé, c'est de soigner, pas de faire des tableaux Excel. Vous êtes d'accord, Emmanuel, ce que vous voulez dire ? Tout à fait, ce sont devenus des gestionnaires et des mauvais gestionnaires. Ah oui. Nous, pour lutter, par exemple, sur le désert médical, je le vois dans mon petit village, on s'est réunis à Plaine de Mer, on a présenté ça au préfet pour faire une maison médicale commune. Oui. Eh bien, le préfet nous a dit je vais voir avec l'ARS, évidemment. Encore une strate qui va, évidemment, il faut qu'il existe le mec, donc il va nous trouver un truc pour pas nous financer. Donc cette strate-là, il faut l'enlever. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Madame la ministre, en tout cas, ministre de la fonction publique, était avec nous. Je peux vous dire une chose. Elle est nommée. Comme elle est originaire de Beaucaire, les ARS ont intérêt à crier gare si jamais elle arrive. Ah, c'est beau. Oui, mais c'était pas forcément ça. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. La France est un paillasson. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais vraiment un authentique paillasson. Vous allez comprendre, vu ce qui se passe avec l'Algérie, qu'on remercie avec 1000 visas pour nous cracher à la figure en permanence. C'est un peu dur, Philippe, vous êtes un peu dur. Et en attendant, Philippe. Eh bien, tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie, avec Thomas Binet. À tout de suite. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je reçois aujourd'hui Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on va ensemble ce soir parler monnaie et élections. Justement, ça c'est un sujet original. Je vous laisse commencer à nous expliquer pourquoi ce thème est arrivé dans notre discussion. Oui Thomas, car ce thème a ressurgi dans l'actualité récente à la faveur d'une campagne pour un siège de député à Paris. Nous avons appris qu'un candidat, Alexandre Stachenko, s'est vu refuser l'ouverture d'un compte par toutes les banques qu'il a pu solliciter. Or, la loi impose au candidat de disposer d'un compte bancaire dédié. Sachant que la période de la campagne électorale officielle est réduite à 3 semaines, il faut pourtant que les banques réagissent rapidement et positivement à la demande d'un candidat. Alors pourquoi, Pierre, à votre avis, Alexandre Stachenko s'est-il vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire ? On se demande bien pourquoi, en effet, Thomas. Il se trouve qu'Alexandre est le premier candidat connu ouvertement pro-Bitcoin en France. Il fait même du pluralisme monétaire rendu possible par Bitcoin son thème de campagne principal. De là à imaginer que cela a suffi à l'ensemble des banques pour chercher à contrecarrer ses efforts, il n'y a qu'un pas. On ne va pas le franchir pour autant, mais est-ce que c'est un cas isolé ou une règle selon vous ? Il y a des précédents récents. En juillet dernier, 3 députés ont été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel qui a rejeté leur compte de campagne pour les élections législatives de 2024 après sa saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 2 députés Renaissance, Jean Lossuc à Paris et Stéphane Vogetta, députés des Français établis hors de France, ont été déclarés inéligibles pour une durée d'1 an et démissionnaires d'office. Alors, pouvez-vous nous préciser le motif de cette sanction par le Conseil constitutionnel ? Le député des Français de l'étranger, Stéphane Vogetta, a perdu son mandat car la Banque Postale s'est avérée dans l'incapacité de lui ouvrir un compte de campagne en moins de 5 semaines, pour une période électorale qui n'en dure que 3. Alors, vous avez en tête des exemples de mesures à mettre en place pour corriger ça ? Dans l'immédiat, il faut éviter de laisser aux banques la prérogative de choisir quels candidats peuvent se présenter. Cela passe nécessairement par la fin du monopole monétaire sur les paiements et l'autorisation de régler ses frais de campagne en crypto-monnaie, que ce soit en bitcoin ou en stablecoin. Il faut aussi revisiter la question du financement des partis par des prêts bancaires, attribués de façon discrétionnaire à tel parti plutôt qu'à tel autre. Alors, quel conseil, Pierre, pourriez-vous donner aux politiques aujourd'hui ? Leur rappeler surtout qu'il ne peut y avoir de véritable pluralisme politique sans pluralisme monétaire. Aujourd'hui, seul le parti Reconquête s'est déclaré ouvertement favorable à Bitcoin en tant que monnaie de réserve. Tous les autres partis, sans exception, sont devenus étatistes, c'est-à-dire qu'ils représentent une vision d'administration de l'État
où ce dernier demande toujours davantage de ressources pour étendre indéfiniment ses domaines d'intervention. Cette façon de fonctionner interdit toute réduction sérieuse des dépenses et s'appuie sur le financement par une dette publique chaque année plus lourde à porter. Merci Pierre, et on vous retrouve justement mercredi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h25 dimanche matin sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger et notre ami Bruno Pomar au 0826 300 300 si vous voulez bien sûr râler contre eux, parce qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est ça qui est important. Le pluralisme et le débat d'idées, et on est ensemble jusqu'à 19h30 avec nos trois vraies voix du jour. Et il y en a une qui est toujours en colère à cette heure-ci, mais toujours au même moment, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Exceptionnellement, je ne vais pas remettre le clocher au milieu du village, mais le minaret au milieu du bled. Un grand bled, puisqu'il s'agit d'Alger, capitale de l'Algérie. Pourquoi Alger ? Parce que l'information dévoilée aujourd'hui laisse pantois quand on voit comment ce pays traite la France et comment, en contrepartie, la France baisse son pantalon en disant merci et en redemandant. En effet, on a appris que notre pays avait accordé 1000 visas de plus cette année que l'année passée à des étudiants algériens pour un total de 8351 visas étudiants accordés en 2025, avec un taux d'obtention de 87% pour les demandeurs, des chiffres dont l'ambassade de France à Alger se vante sur Twitter. Et on se demande, en voyant cela, si accorder 1000 visas de plus aux étudiants d'un pays qui nous méprise et nous le fait savoir jour après jour, fait partie de la fameuse riposte graduée que nous a vantée le ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot. On se demande, alors que Boualem Sansal et Christophe Glaise sont toujours embastillés par le régime algérien, si ces 1000 visas de plus sont une manière de dire que de toute façon nous sommes soumis et qu'ils peuvent mourir en prison. Cela n'attirera que quelques protestations molles et rien de plus. On se demande si ces 1000 visas supplémentaires sont pour remercier le gouvernement algérien pour tous les laissez-passer consulaires pour les personnes sous OQTF qu'Alger ne nous délivre pas, leurs OQTF parfois dangereux, continuant à commettre crimes et délits sur notre sol. Bref, on ne comprend pas ce tweet triomphant de notre ambassade à Alger, enfin si. On comprend malheureusement que la France est devenue un paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds autant qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et ne comptez surtout pas sur Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot pour un quelconque roulement de mécanique face à Alger, ces comportements étant réservés face à Trump et Poutine, qui nous respectent aussi peu aujourd'hui que le régime militaire algérien. Comment notre pays a-t-il pu tomber aussi bas ? Je le trouve un peu radical quand même, Philippe David, aujourd'hui. Ah bah moi, j'ai même mis les aérofreins, là, voyez un peu. Hein. Non, mais j'ai le droit, de vous le dire quand même. Ah oui, bien sûr. Bon, on mélange tout, c'est ça le problème. C'est un peu comme l'affaire avec Gaza, où on dit, il faut pas que les Israéliens participent à des compétitions sportives, participent à l'Eurovision, etc. C'est exactement le même débat. Est-ce que ces jeunes étudiants algériens méritent qu'on les interdise de venir en France ? Je dis non. Ah non, mais moi j'ai une méthode. Un visa étudiant, un laissez-passer consulaire pour les OQTF. Mais vous mélangez tout. Ah mais non, les rapports, la politique internationale, ce ne sont que des rapports de force. Et nous sommes des serpillères, nous sommes des navettes. Mais qu'on se batte pour libérer Boualem Sansal, je vais y arriver. Ok, j'ai aucun débat là-dessus. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Est-ce que ces jeunes Algériens qui veulent venir faire leurs études en France, on doit les empêcher pour autant parce qu'ils ont un gouvernement à la con? Donc on accepte de garder leurs OQTF, très bien. Mais vous êtes pas tolérant. Je suis très tolérant, mais je ne suis pas soumis. Je comprends votre point de vue, mais 8000 c'est tout de même beaucoup. Mais par ailleurs, je crois que pour les visas étudiants, on considère que ça n'est pas inséré dans la politique générale. Oui, tout à fait. Et deuxième élément, je vous rejoins. Pour une fois, Nicolas Sarkozy avait proposé quelque chose qui était approuvé par Xavier Driancourt. Il disait un OQTF accueilli en Algérie,
un visa. Ben voilà. Donnant. Et je trouve que ça n'était pas absurde. C'est un peu de l'épicerie, excusez-moi. Ah non, mais c'est comme ça que ça marche. Bah ouais, mais et ça marche. C'est comme, je vous dis encore une fois, revenons avec Gaza ou les idiots de LFI qui nous racontent toute la journée. Bah, il faut pas qu'ils participent au tour de vélo parce qu'ils sont israéliens. C'est quoi ce dans quel monde? Attendez, Bruno, ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est que là, vous avez un pays qui se moque de nous, qui dit nos OQTF, vous les gardez, et qui n'accorde aucun, ou presque aucun, laissez-passer consulaire. La proposition de Xavier Driancourt, qui était un des anciens ambassadeurs de France à Alger, elle est bonne. Vous prenez pas vos OQTF, très bien, plus de visa. Un visa, un laissez-passer consulaire. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça va probablement faire bouger un peu le régime algérien. C'est peut-être une stratégie en même temps, hein, de dire, on montre que nous, on est intelligents et on fait ce qu'il faut en matière de relations internationales, et que vous, visiblement, vous le faites pas. Ah ben, non, est-ce que ça va pas les faire réagir autrement? Non, mais Bruno, lorsque cette prudence dure depuis des mois, des années, ça n'a plus de sens. C'est plus de la faiblesse ni de la tactique, c'est de la. Mais tout le monde contre moi, j'allais dire. Oui, c'est vrai pour une fois. Allez, vous avez tort. Voilà. Merci Philippe Bilger. Et c'est à vous qui parlez. Restez avec nous dans un instant. La question du soir, on va revenir sur ce nombre de jours, hein, sans annonce, sans gouvernement. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? En tout cas, on se pose des questions et on se dit que le temps est long. On en parle dans un instant. À tout de suite. Pas de gouvernement annoncé, contrairement aux promesses de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre est-il dans une impasse? Vous dites oui à 90%. Il nous l'avait promis pour aujourd'hui. Hein. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Une promesse est une promesse. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de nous, Bruno Pomar, Philippe Bilger et bien entendu vous au 0826 300 300 avec cette question du soir. Mais va-t-on connaître dans peu de temps, en tout cas, ce gouvernement de Sébastien Lecornu, Philippe? Oui, on vous pose cette question. Pas de gouvernement annoncé, contrairement aux promesses de Sébastien Lecornu. C'était aujourd'hui la date limite. Le Premier ministre est-il dans une impasse? Vous pensez qu'il est dans une impasse ou vous pensez que non? Il consulte et prend son temps. On attend vos avis au 0826 300 300. Et ça devait être aujourd'hui, Philippe Bilger. Alors moi, je n'avais pas les mêmes informations, mais j'ai confiance dans les vôtres. Hein, mais j'avais entendu parler de demain. Et peut-être même de la fin de la semaine. Mais ce qui me frappe, et là c'est complètement navrant, j'ai l'impression d'être l'un des très rares Français à attendre avec impatience la composition de ce gouvernement. La plupart des gens à qui je parle me disent qu'est-ce que j'en ai à faire d'un gouvernement? Apparemment ça va pas mieux ou ça va pas plus mal depuis qu'il n'est pas composé. On a des ministres démissionnaires. C'est tout de même très navrant sur le plan démocratique. Dans quel état on est? On est dans une impasse totale, mais en même temps, il faut lui donner un peu de crédit. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un bon ministre de la Défense, il a envie de faire le nombre de fois où les premiers ministres sont tombés. Oui, mais Cécile, si à un moment donné, Philippe est défaitiste sur le sujet, et d'autres, à un moment donné, il faut leur donner un peu de crédit à ces gens-là. Bien sûr. Sinon, ça ne sort pas. Or, il a déjà un pôle. Mais on n'a pas le temps de leur donner du crédit. Il ne reste pas suffisamment de temps. Faire d'ici 3 mois. Laissez-le se mettre en place. On fait pas. Il y a des équilibres politiques. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ça. Vous connaissez par cœur. Non, mais ça fait déjà plus de 15 jours qu'il est nommé. Oui, mais là, il va proposer son projet de budget au Conseil d'État. Tout ça, il est dans les délais. Oui, il a rencontré les syndicats, il a tout fait. Après, il y a un bloc qui va récupérer Retailleau, Darmanin, Borne sûrement, et comment il s'appelle? Borne, elle viserait la Cour des comptes, a priori. Donc, non mais, c'est là où j'ai peur. Vous avez dit un mot à la fin, Barrot. Quand vous voyez, s'il est obligé de remettre les plus mauvais, les plus catastrophiques, si c'est pour... Alors, moi, dans l'ancien gouvernement, il y en avait 3 qui étaient au niveau. Il y avait Lecornu, qui a changé de poste, il y avait Darmanin et il y avait Retailleau. Mais si c'est pour remettre Agnès Pannier-Runacher à l'écologie, qui veut faire encore plus vert que Marine Tondelier et Sandrine Rousseau réunies, très bien, on continue. Barrot, avec qui on est humilié partout dans le monde, mais très bien. Mais est-ce que les Français attendent ça? Et le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas une démission du président de la République, mais vous allez me redire qu'elle n'aura pas lieu, et de nouvelles législatives, nous serons dans cette impasse, parce que cette Assemblée est ingouvernable. Je crois que sa volonté, c'est de faire un gouvernement restreint à 25. De 22. Bon, à chaque fois, ils disent ça, ils se retrouvent à 40. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pour respecter les équilibres politiques. Après, ça peut faire des économies. Barrot ne serait pas valable, hein.
Barrot comme garde des Sceaux. Ah bah c'est pas mal. Il fallait dire quelques Non mais c'est vrai. J'ai eu du mal à comprendre et ça y est, c'est monté au cerveau. Philippe Bilger, je sais pas ce qu'il a pris aujourd'hui, mais alors il est dans un état. Il est chaud comme une baraque à frites. Il m'a demandé d'être intelligent, je fulgure. Non mais la vraie question, c'est que il est vraiment dans une impasse. Et là, il gagne du temps. Parce que, à mon avis, il n'a pas de gouvernement. Parce que, ou alors, il va faire Bayrou bis. Mais si Bayrou a été censuré, c'est pas pour remettre les mêmes. Regardons quand même les choses en face. Ou alors, c'est pour faire une politique différente, radicalement différente. Mais est-ce que sur la partie régalienne, est-ce que les Français sont plutôt contents de Retailleau, de Darmanin? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont plutôt une belle image? Oui. Ils ont une belle image, mais il y a eu un récent sondage qui disait que 37% voulaient les garder, mais on avait oublié de dire que la majorité, pour ne pas les maintenir, était plus forte. Donc il faut être même là-dessus un peu prudent. Et puis mais là où je rejoins Bruno, il fait des choses tout de même. On peut pas dire. Je dis pas le contraire. Non, mais vous aviez l'air de dire qu'en réalité, il ne faisait rien. Mais non, mais il fait des choses. Mais il n'a pas la matière première pour arriver à faire un gouvernement qui tienne la route vu les équipes de l'Assemblée nationale. Attendez, vous aurez peut-être une très bonne surprise demain ou à la fin de la semaine. Qui vous verriez, vous, comme bonne surprise? Mais je n'ai pas... Retailleau à Beauvau, c'est pas une surprise. Darmanin garde des Sceaux, c'est pas une surprise. Non, mais bon, déjà on garde les bons. C'est pas fréquent non plus. Hein. En général, quand ils sont mauvais... Mais on les garde aussi. Oui, surtout là. Et surtout, on les promeut. C'est ça le problème. Et rassurons les Français, mon cher Philippe, vous êtes un peu dur, franchement. Il faut quand même lui donner ce crédit, laissons-le faire, et puis après on pourra juger sur pièce. Il y a d'autres émissions. Hein, non, pour moi, c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui a été, je le dis, je le répète, un des 3 bons ministres. Mais le problème, c'est qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du fait de la composition de l'Assemblée nationale, et que, alors, exemple, il change radicalement de politique, d'accord? Il dit maintenant, je ferme des agences d'État, je fais des économies. Là, il ne peut pas compter sur le PS qu'il censurera. Mais le RN ne le censurera pas. Mais ça c'est un homme de consensus. Rappelez-vous quand même à l'armée, c'est pas rien l'armée, gérer l'armée, les militaires. Oui. Il a trouvé des consensus partout. Mais il a été très équilibré dans sa démarche d'homme politique. Il est plus facile, Bruno, de susciter un consensus pour la défense que pour les sujets qu'évoque Philippe. Alors, en même temps, aujourd'hui, les Français veulent de la sécurité, donc ils sont plutôt contents de ce binôme. Oui, bien sûr. Après, on leur oppose qu'il y ait assez peu de résultats aujourd'hui. Donc, on leur oppose qu'il y a assez peu de résultats aujourd'hui. Ah, moi, je suis pas d'accord. Retailleau, avec les moyens dont il dispose, il fait beaucoup, mais il n'est pas président. Et Darmanin, comme vous l'avez dit, il fait beaucoup de choses. Mais Darmanin, il a dit, il fait, comme il l'a fait avec le Beauvau de la sécurité, comme il a fait avec la LOPMI au ministère intérieur, comme il fait avec les prisons de haute sécurité. Non, il fait le job. Roland Lescure à Bercy, ce serait une bonne idée selon vous? Moi, je le connais peu, Cécile, mais je l'ai entendu. Au moins, c'est un homme, c'est le contraire de Barrot, par certains côtés, c'est-à-dire qu'il est clair et net, précis, il connaît son sujet, il est compétent. Et d'ailleurs, Lombard a dit qu'il ne voulait pas rester. Hein, et puis, il y a quand même d'autres personnes qui ont des visions. On en a parlé. Elisabeth Borne, dont on envisage qu'elle irait rue Cambon à la Cour des comptes, parce que Pierre Moscovici, qui pourtant a fait une longue carrière, partirait à la Cour des comptes européenne à Luxembourg. Ah oui, il se recycle quand même. Là, je suis absolument d'accord pour la promotion qu'on veut donner à Elisabeth Borne. Ah bon, pour moi, elle est compétente pour les comptes? Non, mais je veux dire, au moins, elle sera bien mieux là-bas que là où elle est. C'est sympathique. Au bon accueil, bonjour. Non, il y a quand même autre chose. J'y reviens. Si vous faites une politique vraiment très libérale, vous aurez évidemment le PS qui vous censurera, mais vous aurez une partie, la gauche de la Macronie, qui ne suivra pas. D'accord? Et si vous faites une politique beaucoup plus sociale, là c'est le RN qui ne suivra pas, et là l'aile droite de la Macronie qui, quand on regarde le dernier sondage, c'est-à-dire Horizon, est le seul qui tienne la route, puisque Gabriel Attal est à 10% et François Bayrou à 3%, et que le seul qui surnage dans la Macronie c'est Édouard Philippe, même si pour moi, mais c'est pas le sujet de débat du jour, ça n'ira pas très loin à la présidentielle à mon avis, donc il est dans la quadrature du cercle, il ne peut rien faire, et il ne peut rien faire, et je le dis, la seule solution, mais elle n'arrivera pas,
c'est une démission du président de la République, suivie d'une dissolution. Ça fait 40 fois que vous nous le dites. Non, mais il est quand même... Mais il cherche quand même très dur. Il essaye de le persuader. Vous arrivez à vous persuader à force de répéter. Mais il est un peu comme les députés et les filles, ils se stimulent en répétant sans arrêt les mêmes trucs. Et je pense que tu irais bien dans ce... À mon avis, il est convaincu. Merci les amis. S'il vous plaît, tout de suite, la bonne idée, l'idée qui fonctionne. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Octobre Rose dès aujourd'hui, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein avec plus de 61 000 nouveaux cas diagnostiqués en France. En 2024, le cancer du sein demeure le plus fréquent chez la femme et face au faible taux de dépistage, la Ligue contre le cancer déploie une flotte de camionnettes pour aller vers les territoires isolés. Et on en parle ce soir avec Zineb Lounissi qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, merci d'inviter la Ligue nationale contre le cancer et bonsoir à vos auditrices et auditeurs. Alors, vous êtes scénologue spécialiste chargé de prévenir, dépister et de soigner les pathologies au sein et administratrice de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, les chiffres qu'on annonce sont désastreux. Est-ce que ça veut dire que le dépistage n'est pas encore ancré dans la tête des femmes aujourd'hui ? Alors, d'abord, vous avez rappelé quelques chiffres et vous avez bien raison parce que ça permet de voir un petit peu l'état des lieux du cancer du sein chez la femme en France. Les chiffres ne sont pas bons. Plus de 12 000 décès par an, première cause de mortalité par cancer chez la femme, mais quand même avec une petite pointe d'optimisme puisqu'on arrive et on sait guérir. Les taux de survie net à 5 ans, ils sont à 88%. C'est plutôt intéressant. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que la France est champion européen des nouveaux cas de cancer. C'est le pays d'Europe avec la plus forte incidence du cancer du sein. Le chiffre, c'est 105 Françaises pour 100 000 en France qui sont atteintes, soit bien plus que l'Italie, nos voisins, 87, l'Espagne 81 et l'Allemagne 77. Et ces chiffres ne sont pas expliqués par un meilleur dépistage, vous venez de le dire. Malheureusement, les taux de participation au niveau du dépistage organisé ne sont pas bons. Je peux dire que le Covid a donné presque un coup de grâce, mais j'ai l'impression qu'on a encore les séquelles du Covid et de la crise sanitaire. Mais ceci dit, ce taux de dépistage organisé n'est pas bon pour plusieurs facteurs que nous avons nettement bien identifiés à la Ligue contre le cancer et que les pouvoirs publics ont également identifiés. Parce que on aimerait, pour que ce dépistage organisé soit efficient et efficace, il faudrait que ce taux de participation soit au moins égal à 70%, et nous en sommes très loin. On plafonne au maximum à 50%, avec de très grandes disparités territoriales, mais également de très grandes disparités sociales. Et parmi ces freins au dépistage organisé, puisque vous m'interrogez sur ça, il y a bien sûr la peur de la maladie, et là, le plus important, c'est de pouvoir donner des messages rassurants et surtout de dire que lorsqu'une mammographie est faite dans le cadre du dépistage organisé, dans plus de 95%, elle revient normale. Le deuxième frein, c'est les femmes qui nous disent « ça fait mal ». Et je veux tout de suite lever également ce frein parce que nous avons actuellement la chance d'avoir des machines qui sont fabriquées par nos industriels européens et français qui permettent de faire des compressions très lentes et progressives qui fait que la mammographie qui ne dure que quelques secondes ne fait pas mal. Après, il y a bien sûr des freins culturels et des freins cultuels et ça, ce sont des campagnes ciblées qui doivent le faire. Et enfin, il y a ces fameux délais de prise de rendez-vous qui sont trop longs et ces cabinets de radiologie qui sont également trop loin. Et ça, malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose en dehors du fait d'aller vers les femmes. Et pour aller vers les femmes, eh bien, la Ligue, elle met en place des bus qui permettent d'aller notamment vers des femmes en région rurale, mais pas seulement, parce qu'il y a même des régions très urbanisées qui sont, hélas, des déserts médicaux. Et avec ces bus, on arrive à les sensibiliser au dépistage organisé. Et il existe actuellement à la Ligue une réflexion qui est la suivante, qui est celle de mettre sur ces bus ou ces camions un mammographe et pouvoir carrément réaliser la mammographie comme ça pouvait se faire il y a une trentaine d'années en France, c'est ce qu'on appelait les mammobiles. Et nous sommes en train d'y réfléchir, ça pourrait être une solution
afin justement d'aller vers ces femmes qui, pour des raisons qu'on comprend, même si elles ont envie de se faire dépister, ne peuvent pas. Merci beaucoup, Zineb Lounichi. Merci d'avoir été avec nous. Et j'imagine que tout est inscrit sur le site de la Ligue contre le cancer, bien entendu. Et je rappelle qu'il déploie cette flotte de camionnettes. Et n'oubliez pas, allez vous dépister et vous regardez sur les sites à passer un certain âge. Mais à quel âge on doit commencer, Zineb, rapidement? Alors, on commence chez les femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux particuliers, qui n'ont jamais eu de cancer, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Mais on encourage les femmes, même après 74 ans, de continuer à se faire dépister tous les 2 ou 3 ans, parce que l'âge est un facteur de risque qui est bien identifié en matière de cancer du sein. Merci 1000 fois. Et c'est Octobre Rose, vous portez même le petit ruban d'Octobre Rose, Cécile, ce soir. Et c'est pendant un mois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Bruno Pomar. Vous restez avec nous dans un instant. BioBoss, en partenariat avec Sud Radio, des entrepreneuses, des féminines, des femmes qui aujourd'hui sont entrepreneurs et qui font des choses formidables. Des choses formidables, on en reçoit une et le président, le fondateur de BioBoss qu'on connaît bien, Laurent Zagaroli. Et on est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai.